Cyril Gane contre Derrick Lewis pour la ceinture intérimaire heavyweight lors de l'UFC 265, mon cher Polydomso. Ouais, c'est stylé. Excitant. Excitant, non mais oui, excitant. C'est toujours excitant quand il y a ce type d'opposition avec quelqu'un qui a une arme fatale, où il peut te sniper en un coup, et quelqu'un qui au contraire est un technicien et qui est habile, tu vois. C'est l'opposition de la mort par mille blessures et la mort par estocade, quoi. Donc moi personnellement j'aime bien, tu vois. Ça fait plaisir. Ouais. Polydomso est hypé, une première pour un Français, une chance pour une ceinture mondiale, celle de l'UFC. Générique. Soit. Donc, dans la nuit du 7 au 8 août prochain, Cyril Gane affronte Derrick Lewis pour la ceinture intérimaire heavyweight. C'est l'heure de la preview. Bon, Derrick Lewis numéro 2, Cyril Gane numéro 3 du classement. La question, c'est finalement, comment est-ce que Cyril Gane peut perdre, parce qu'il part grand favori de ce combat-là. Oui, alors il est grand favori, on peut toujours perdre après, tu vois. Il y a toujours mille et une façons de perdre, ça c'est clair. Tout le monde arrive à perdre, même les ratés arrivent à perdre, hein. C'est à la portée de tout le monde. Mais en réalité, je veux dire, à plus forte raison quand on rencontre quelqu'un comme Derrick Lewis dans ce type de conditions, le risque il est connu. Et c'est pas parce qu'il est connu qu'on peut l'écarter totalement, en fait. C'est vrai que je pense que tout le monde a un peu en tête le scénario catastrophe où Cyril Gane perdrait, éventuellement par KO sur un échange. C'est quand même ça, c'est ça qu'on imagine. Pas de décision et soumission hautement improbable aussi. Soumission, là on est sur un... C'est 3 lapins albinos à la sortie d'un bois, quoi. C'est à peu près ça on va dire la probabilité que ça arrive. Décision, il y a déjà eu des décisions qui étaient un peu bizarres avec Derrick Lewis, surtout à Houston. Je repense à son combat contre Ilir Latifi, où franchement, enfin de mémoire, hein, vous me direz si je me trompe, mais si je fais du révisionnisme mental, mais dans ma tête, quand je l'avais vu, je pensais que c'était confortablement pour Ilir Latifi, mais finalement c'était quand même Derrick Lewis qui l'avait emporté. Donc décision, si c'est vraiment un match, ça paraît pas aussi improbable que la soumission. Si on a des rounds où il se passe pas grand chose et que y a un knockdown par exemple, ou 2 knockdowns, ça peut suffire à faire pencher la balance du côté de Derrick Lewis. Enfin, troisième possibilité, qui est la plus probable dans le cas où Cyril Gane perdrait, c'est le KO, quoi. C'est le KO, et c'est un peu la marque de fabrique de Derrick Lewis, c'est-à-dire recordman de KO à l'UFC avec 12 KO. Tout à fait, il a cette faculté à perdre un combat, à se faire tabasser par ses adversaires, et en fait et un peu à endormir ses vis-à-vis, jusqu'à exploser sur la séquence qui va lui permettre de gagner. On pense à Volkov, on pense à Curtis Blade, on pense à Travis Brown, où c'était comme ça aussi. On pense aussi à Marcin Tybura. Il y en a plein des KO comme ça. Il y en a plein. C'est sa grande force à Derrick Lewis, c'est cette capacité d'être toujours dangereux, même jusqu'au dernier moment, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on a on a en Cyril Gane quelqu'un qui contrôle le combat tout le temps. La plupart de ses combats, il a jamais été vraiment... je crois, est-ce qu'il a perdu un round à l'UFC? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être contre Volkov, on pourrait faire l'argument que le premier round était serré, voire du côté de Volkov, mais j'ai pas mémoire de Cyril Gane qui perd un round, et surtout, il contrôle et il choisit les moments où il va prendre des risques. Donc on a quelqu'un qui est peut-être un des meilleurs en poids lourd, en contrôle, et je pense un des meilleurs en contrôle en striking, parce que contrôler avec la lutte, c'est plus aisé, surtout quand on est très bon en lutte, que de contrôler en striking. Je pense que c'est le meilleur actuellement dans ce domaine-là chez les lourds, Cyril Gane. Mais de l'autre côté, on a quelqu'un qui se moque de laisser la possession de balle à l'équipe adverse, puisqu'il sait que dans les dernières minutes, il peut scorer un goal, quoi. En gros, c'est un peu ça la stratégie de Derrick Lewis. Donc c'est 2 personnalités, 2 athlètes qui s'opposent bien. On a une opposition qui est intéressante, parce que les gens qui trouvent Cyril Gane ennuyeux
seront toujours à l'affût finalement de ce moment de Derrick Lewis. Et les gens qui aiment pas trop le style un peu, je vais pas dire paresseux, mais le style un peu peu travaillé, peu sophistiqué de Derrick Lewis, apprécieront le contrôle, et si jamais Cyril gagne easy avec 5 rounds de domination, pourront dire oui, bah vous voyez bien que Derrick Lewis il n'a pas vraiment le niveau, il ne peut pas surprendre quand quelqu'un a vraiment le contrôle. Donc chacun y trouve son compte, et c'est pour ça qu'à mon avis ça va être un match qui va être peut-être même plus regardé et plus attendu que celui contre Volkov. Alors que, à mon sens, selon mon humble opinion, je pense que la rencontre contre Volkov était plus compétitive. Je pense que les risques sont plus grands dans un combat contre Derrick Lewis, parce qu'il peut te mettre KO, il peut t'abîmer aussi en tant que combattant. On voit le KO qu'il met à Curtis Blade. C'est un KO, je sais pas si Curtis Blade, on va voir les prochains combats de Curtis Blade, mais s'il va pas le porter avec lui, ce KO là. Volkov, il a des KO, mais c'est pas des KO de cette amplitude là. Néanmoins, je pense que Volkov est plus complet, malgré sa défaite contre Derrick Lewis, c'est un meilleur combattant que Derrick Lewis en général en fait, et représentait une plus grande menace pour Cyril Gane. Après, et là j'ai fait un énorme tunnel, donc je te rends la parole, mais après il faut pas sous-estimer les conditions dans lesquelles se présente cette rencontre, et c'est ça qui, à mon avis, accroît un peu plus la compétition dans cette perspective. C'est un combat qui prend avec 0 pause en fait depuis son combat contre Volkov. Il est allé aux États-Unis, il est revenu en France, il va repartir aux États-Unis, donc c'est une fatigue supplémentaire. Il a eu 5 semaines entre les deux, ouais. C'est une fatigue supplémentaire. Il avait pris des coups contre Volkov, même s'il n'en a pas beaucoup pris, il en a pris quelques-uns, notamment aux jambes, et peut-être que ça peut avoir un impact sur sa mobilité. C'est pas à sous-estimer, sa mobilité, il en aura besoin contre Derrick Lewis. Et il est à Houston, qui est le fief de Derrick Lewis. Donc ça fait beaucoup de conditions qui, à mon avis, sont plus en faveur de Derrick Lewis. Et donc là, c'est pour les conditions qui sont un petit peu extérieures au combat, justement. Yes. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que Derrick Lewis est vous inquiétez pas, on va venir à Cyril. On va venir à Cyril, c'est juste qu'on a envie que vous restiez jusqu'à la fin du podcast. Mais pour Derrick Lewis, justement, à part endormir Cyril, est-ce qu'il y a d'autres pistes pour lui de succès? Bah, franchement, je veux pas, tu vois, les gens qui nous suivent savent que j'ai pu être très critique vis-à-vis de Derrick Lewis pendant un certain temps, et du coup j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin, et j'accueille les critiques dont moi j'ai fait l'objet du fait de ma critique par rapport à Derrick Lewis. Et c'est vrai que il y a plein d'armes qui sont très efficaces contre, on va dire, le modèle lourd de base à l'UFC. La plupart des lourds à l'UFC n'ont pas une très grande technique, ont pas un énorme cardio et ont pas une super solidité mentale. Ils peuvent être amenés à faire des erreurs quand il y a quand la pression psychologique est trop forte, ou quand tu vois, typiquement Volkov, l'erreur de Volkov à la fin des 3 rounds, à mon avis il craque mentalement. C'est pas physiquement qu'il craque, c'est juste qu'il se dit merde, faut pas que je commette l'erreur, il reste 10 secondes, et bam, il se prend le KO, tu vois. Donc ça, c'est vrai que le style de Derrick Lewis permet d'exploiter ces failles là sur le modèle type en fait des heavyweights. Le truc, c'est que Cyril Gane, il fait pas ce type d'erreur, il se déplace énormément, et on a vu que Derrick Lewis avait beaucoup de mal face à des adversaires qui savaient en fait se déplacer et éviter la confrontation quand il faut l'éviter. On pense à son combat contre Junior Dos Santos, qui faisait du in and out, et qui pourtant c'était un vieux Junior Dos Santos assez ralenti, et l'ombre de lui-même, on pourrait dire, était déjà sur la phase vraiment descendante de sa carrière. Le seul moment où Derrick Lewis a eu du succès, c'est quand il a fait preuve d'un peu de roublardise. Ouais, il a fait semblant d'être touché. Enfin, semblant non, parce qu'il se fait toucher quand même par le coup de pierre tourné de Junior Dos Santos, mais Junior Dos Santos, là pour le coup, abaisse totalement sa garde et s'apprête à finir Derrick Lewis, et il tombe dans le piège. C'est un piège vieux comme le monde, ça. C'est vraiment... c'est un truc... tu sais, textbook, quoi, pour le coup. Et l'autre personne qui avait réussi à vraiment employer des déplacements, et pourtant on parle pas de déplacements, je vous parle pas Larry Holmes, hein, je vous parle pas Mohamed Ali, là c'était vraiment juste faire 2 pas en arrière à chaque fois que Derrick Lewis voulait agresser, bah c'était Mark Hunt. Et pareil, encore une fois, c'était un Mark Hunt qui avait du kilométrage derrière lui. Donc je pense qu'on a ça va être la grosse difficulté pour Derrick Lewis, d'arriver à passer au-delà des capacités de mouvement de Cyril Gane, qui est un des meilleurs heavyweights dans ce domaine. Il est tout le temps sur sa pointe de pied, il ne se fatigue pas.
Donc, éventuellement, peut-être essayer d'exploiter le jeu en kick de Gan. Gan aime bien kicker, il aime bien, il vient du Muay Thai, donc il aime bien envoyer des kicks. Et généralement, il le fait quand il change de garde. Donc peut-être essayer de timer en fait Cyril Gane quand Cyril Gane change de garde, parce que généralement, au moment où il change de garde, il y a un kick qui part quand il se met en garde ouverte par rapport à son adversaire, quand il part en gaucher et que son adversaire est droitier par exemple, comme ça il est sa jambe arrière et sur le côté ouvert de son adversaire. Généralement, le kick part assez souvent. Et peut-être qu'à ce moment-là, Derrick Lewis pourra tenter de contrer en ligne haute. Parce que quand t'es sur une jambe, bah tu peux pas te déplacer, t'es fixe en fait. Et éventuellement, moi j'essaierai de placer mon timing de contre là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'il a dû travailler. On sait que Derrick Lewis s'adapte à ses adversaires. Il a travaillé son timing de contre Curtis Blake sur le single leg. Là, je pense que c'est peut-être une des pistes qu'il peut avoir. Je l'imagine mal se réinventer et arriver à développer une agression sur plusieurs pas, parce que c'est vraiment ça qui lui manque à Derrick Lewis. Il a un bon œil pour déterminer quand l'adversaire est un peu trop confiant en lui et un peu trop paresseux, soit quand il reste sur place, soit quand il lance des agressions qui sont trop évidentes. Je pense notamment au single leg de Curtis Blade, qui était vraiment téléphoné en fait. Complètement. Donc il est bon pour reconnaître ces moments-là et pour les exploiter totalement. Face à un adversaire qui travaille bien du bras avant, qui feinte beaucoup comme Cyril Gane, ça va être très compliqué, je pense, de le contrer comme ça. Donc il va falloir vraiment sélectionner les moments où il peut contrer Cyril Gane, mais quand Cyril Gane s'engage et n'est pas en fait dans la capacité de bouger en arrière. C'est pour ça, je pense, les contres sur les kicks, ça va être quelque chose d'assez intéressant. Il y a évidemment le travail en sortie de clinch, s'il arrive à essayer d'accrocher Cyril Gane. Mais après, c'est pas un lutteur, Derrick Lewis non plus. Donc, je pense que même en clinch, il aura un petit déficit par rapport à Cyril Gane. Qui a montré d'ailleurs Cyril qui pouvait créer des dommages dans cette position. Tout à fait. Et donc, ouais, je pense. Bah, c'est toujours la même question. Enfin, quand on a un slugger, vraiment un bagarreur qui rencontre un styliste, enfin, il faut vraiment essayer de compliquer la tâche au styliste. De toute façon, il perdra les rounds. Je le vois mal gagner les rounds au point, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pas l'objectif. Il peut peut-être gagner un round s'il met knockdown Cyril Gane, parce que j'ai déjà évoqué cette possibilité-là, mais je le vois mal essayer d'accrocher en termes, par exemple, de significant strike. Ça me paraît évident qu'il sera distancé, en fait, sur ces statistiques-là, en fait. Bah, de toute façon, en termes de volume, chez les lourds, personne ne fait mieux que Cyril, et c'est vrai que Derrick Lewis ne brille pas par ça non plus à l'UFC. C'est ça, et puis... En fait, le truc vraiment qui manque à Derrick Lewis, c'est pour ça que moi je pense que clairement Cyril Gane est favori, et que sauf accident, il devrait l'emporter, mais c'est vraiment ce problème de pas savoir avancer et attaquer, en fait. J'ai un gros problème avec ça, en fait, avec Derrick Lewis. C'est vraiment ce qui m'empêche d'avoir de le considérer vraiment comme un des meilleurs, alors qu'il est deuxième, hein, mais j'arrive pas, en fait, à faire avoir cette conclusion-là à son égard, parce que c'est trop incomplet. Il sait pas avancer et attaquer, en fait. Il peut avancer, et généralement, tu vois, il explose sur un kick et tout, mais ça, c'est pour, en fait, c'est un peu sa stratégie pour faire venir les gars, tu vois. Il envoie des kicks sautés qui ne touchent pas, c'est pour un peu, tu sais, exciter l'adversaire en face pour le faire venir, et ensuite, là, le contrer. Mais si l'adversaire ne rentre pas dans son jeu, a un bon jeu de distance, et se contente d'exploiter, en gros, l'inactivité de Derrick Lewis, ça marche en fait, généralement ça marche quoi. Donc CF le combat de Junior Dos Santos, CF le combat de Mark Hunt, qui sont encore une fois qui étaient pas très rapides et pas les meilleurs en déplacement. Donc voilà, donc je pense essayer de timer le contre sur les kicks, essayer de clincher si c'est possible pour en fait créer ces moments de sortie de clinch et essayer de l'attraper. Et bon, s'il peut apprendre du jour au lendemain à agresser sur plusieurs pas, ça pourrait être intéressant. Peut-être que Gane pourrait être surpris, ne le verra peut-être pas venir sur ça, tu vois, d'avoir l'agression en plusieurs pas et de finir sur un low kick, par exemple. Ça me paraît tellement improbable qu'il le fasse, mais s'il le faisait, il a de la puissance dans ses jambes, hein, Derrick Lewis. Il a vraiment de la puissance dans ses jambes. C'est juste que il exploite pas tellement ça parce qu'il fait beaucoup de trucs athlétiques qui n'ont pas beaucoup de résultats en réalité. Mais s'il arrivait à discipliner ça et typiquement dans un combat contre Cyril Gane, ça pourrait vraiment rendre la rencontre intéressante. Donc Polydomso nous explique tout ça sous l'œil averti de notre cher Broly.
On va poursuivre sur Ciryl. Donc là, finalement, Ciryl Gane qui a affronté différents types d'adversaires au fil de sa carrière, c'est ce qui est assez intéressant d'ailleurs aussi à l'UFC, contre Jairzinho Rozenstruik, qui avait aussi là ce profil où justement une explosion athlétique peut tout changer au cours du combat. Jairzinho Rozenstruik qui récemment a affronté Augusto Sakai et qui est revenu à la victoire avec un KO, alors que là aussi c'était assez mal embarqué. Il a montré donc qu'il pouvait être vigilant sur un combat en 5 rounds parce que c'était son premier main event à UFC contre Jairzinho. Est-ce qu'il doit finalement juste appliquer la recette? Bah, en réalité, je pense que le game plan qu'il a utilisé contre Jairzinho est un bon game plan, même contre Derrick Lewis. C'est à peu près. En plus, je pense que Jairzinho, pour le coup, lui, a cette capacité d'agresser sur plusieurs pas quand il veut bien le faire, en fait, parce qu'il y a plusieurs moments où il se contente d'être extrêmement attentif et de chercher uniquement le contre. Peut-être éventuellement, je pense qu'une des erreurs qui est faite par beaucoup des adversaires de Derrick Lewis, c'est que il y a beaucoup de choses qui viennent facilement quand tu es contre Derrick Lewis. Tu le touches assez facilement et tu arrives même parfois à l'amener au sol assez facilement. Le truc, c'est qu'il se lève, il a cette capacité qui est proprement incroyable. C'est un truc que j'ai pas évoqué parce que le jeu de Ciryl Gane n'est pas centré sur la lutte, mais une des grandes forces de Derrick Lewis, et c'est assez incroyable, c'est sa capacité à se relever alors qu'il est contre des mecs qui sont énormes et qui sont de très bons lutteurs. Un des rares que j'ai vu vraiment maintenir au sol et finaliser Derrick Lewis au sol, c'est Daniel Cormier, quoi. Sinon, contre Curtis Blade, il se relève, contre Oleinik, il se relève, contre Tibura, il se relève. Tibura, et on monte sur lui, il arrive quand même à se relever. Enfin, c'est juste délirant, quoi. Et c'est pas technique. Voilà, c'est ça. C'est pas, il fait pas une garde butterfly, puis il pousse et puis ensuite il se relève et tout. Non, c'est juste il décide de se relever à un moment donné et à mon avis, intuitivement, il sent en fait quand la personne essaye d'évoluer sur lui ou de passer une soumission, un truc comme ça, et qu'il y a moins de pression et il exploite vraiment le bon moment. Donc il y a quelque chose, à mon avis, c'est pas juste du bol et c'est pas juste. Le mec est pas surhumain. Ouais, non, c'est ça. Mais en revanche, c'est pas matériellement. Si vous voulez, je peux pas vous donner la technique qu'il utilise parce qu'il y en a pas réellement en fait. C'est juste il explose au bon moment en fait et ça marche. Et donc les gens se crèvent en fait et se fatiguent et c'est très déstabilisant de se dire bon, je l'amène au sol, il est facile à amener au sol. Je passe ma soumission, elle est passée, merde, il tape pas, et merde, il se relève, et là, en plus, il envoie des battoirs, et moi, je suis crevé en plus de ça. Donc peut-être, éventuellement, là, ça fait plusieurs combats que Ciryl Gane, il emploie des accrochages en lutte, des tentatives d'amener au sol, il en a fait contre Volkov, il en a fait contre Jairzinho Rozenstruik. J'aurais tendance à dire, peut-être ne te complique pas la vie face à Derrick Lewis, peut-être évite ça. Le clinch, pourquoi pas, si t'es extrêmement vigilant en sortie de clinch parce que ça va être vraiment la fenêtre d'opportunité de Derrick Lewis. Mais si tu restes vraiment en clinch avec les coudes, je pense que par exemple ça Derrick Lewis ne sait pas le faire et il aime pas trop le travail en coude. On l'a vu contre Mark Hunt, Mark Hunt il avait quartier libre quand il était vraiment dans cette distance plus resserrée que la boxe anglaise. Donc ouais, franchement moi si je devrais donner un game plan, c'est sensiblement le même que Rozenstruik. Peut-être viser un peu plus la midsection, la paroi abdominale ouais. de Derrick Lewis, parce que c'est quelque chose qu'il déteste. Exactement. Il a horreur de se faire kicker là, et ça le frustre énormément, et généralement, il prend un coup, il va se replier, il va donner quelques secondes. Donc, en réalité, joue le jeu de Derrick Lewis. Derrick Lewis est inactif pendant beaucoup de temps, profites-en. Gagne de cette manière-là, essaie de le marquer avec les kicks, garde un bon jab pour le garder à distance, évite évite les changements de garde en face de Derrick Lewis. Quand tu fais un changement de garde face à un adversaire, bah tu marques un temps d'arrêt où tu es à distance de frappe. Alors ça marche contre beaucoup des heavyweights parce qu'ils sont trop attentistes et ils voient ça, ils se disent merde, qu'est-ce qui vient ensuite derrière. Mais peut-être que Derrick Lewis, c'est peut-être le moment où il peut exploser et il peut faire mal, tu vois. Donc je dirais évite un peu ce type-là. Bon jab, bon kick en ligne basse et en moyenne ligne, et puis voilà, tu vois. Grosso modo, gagne les 5 rounds. Non, mais parce qu'après, les gens vont dire, oui, il faudrait chercher le finish, mais ça, c'est autre chose. Tu me demandes, moi, ce qu'il devrait faire pour gagner, je pense que c'est ça. Après, le finish, il peut essayer de l'obtenir en accélérant véritablement. Ouais, moi aussi, je pense que ça viendra en submergeant tout simplement Derrick Lewis. Tout simplement, on a dans les rounds 4 et 5. Je pense que sur les 3 rounds, ça va être compliqué. De le battre, Derrick Lewis. Évite la soumission, je pense qu'elle passera pas contre Derrick Lewis, c'est très difficile, il est très difficile à soumettre en fait comme mec, et justement tu rentres un peu dans cet engrenage de il est au sol, il se relève, ça m'a consommé beaucoup d'énergie,
il faut que je me remette, il faut que je me reconcentre après cette phase de sol au danger de la phase combat debout. Donc ça, j'éviterais, tu vois. C'est un effort, en fait, qui est disproportionné. Alors qu'il peut avoir exactement le même résultat en restant debout. Pousse Derrick Lewis contre la cage. Comme ça, tu as tout l'octogone derrière toi pour reculer s'il essaie d'agresser. De toute façon, Derrick Lewis n'est pas un pressure fighter. Il n'enferme pas l'adversaire, donc il te laissera le champ libre, quoi qu'il advienne. Kick en ligne médiane, et voilà, quoi. Et puis accumulation, et au pire, tu gagnes 50-45, et au mieux, tu le termines dans les 2 derniers rounds, quoi. Et puis ensuite, rendez-vous avec Francis Ngannou pour le titre heavyweight. On a fait le tour, mon cher Ouais, je pense, ouais. Et bah, formidable. Big shout out à Tsume pour leur cher Broly et toute la déco du podcast. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC. Ouais, sponsor de la sueur, voilà. Mon cher Venom, soit très très vite pour nouvelles aventures. See ya. I'm fucking coming for you!